On est à la limite des deux départements, entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On va traverser le pont et on va intégrer Ribier pour monter au pic Saint-Cyr. C'est un projet ça part de Ribier jusqu'à la barre des Écrins. C'est notre maître Stéphane Ricard qui va le faire. Ça s'appelle de la lavande à la glace. L'idée c'est de partir du point le plus bas du département, donc Ribier, de monter au point le plus haut, la barre des Écrins, et en passant par les 10 communautés de communes du département des Hautes-Alpes, en utilisant la force des bras et des jambes pour faire cette traversée. On travaille dessus depuis le mois de septembre, on trace les trajets. Le bouquetin Nico Martin est parti, ça y est, et on a pris un petit single, et la deuxième partie est vraiment jolie. On a déjà vu un lapin, un sanglier. Là on vient d'arriver au col Saint-Pierre, et là on monte au pic Saint-Cyr avant de redescendre sur le pont romain. Tout ce projet a été monté avec les élèves de ma classe, de CE2, CM1, de l'école du 5 heures, qui ont participé au projet en élaborant le tracé, en élaborant les montagnes qu'on allait gravir, en élaborant les personnages qu'on allait rencontrer. Je suis vraiment motivé par ce fait de vivre des choses assez exceptionnelles à travers le sport et ce projet va l'être, donc c'est ma motivation première. La première journée de la lavande à la glace, on va rencontrer un producteur de lavande. On va poser des questions sur son métier et comment il le fait. Enfin, c'est pas parce que nous on va pas le faire, c'est les deux sportifs. Pendant quelques années, c'est vrai que la lavande avait un peu disparu du sud du département et elle fait son retour depuis quelques années ici parce que ça a toujours été par le passé une zone où on avait de la lavande, on faisait de la lavande fine de montagne et on a une altitude à peu près ici de 650 mètres, donc c'est quand même l'altitude un petit peu basse, mais sur les coteaux, etc. Voilà, on a des champs un peu partout qui sont assez éparpillés, ce qui est assez caractéristique aussi. On n'a pas des grandes étendues de champs de lavande comme on peut voir sur le plateau de Valençol, mais ici voilà, c'est des petites parcelles essemées comme ça au milieu des champs et qui nous permettent aussi de garder une vraie biodiversité et un véritable environnement propice à la lavande. Donc là on peut voir que c'est un bon champ de lavande parce qu'on m'a dit que quand il y avait d'autres fleurs au milieu, c'était signe de bonne santé. Alors oui, bon, nous on n'est pas labellisé en agriculture biologique, mais on apporte un intérêt particulier au respect de l'environnement et donc on limite au maximum les désherbages, ce qui fait que ça nous, voilà, on retrouve quelques fleurs. Il n'y a pas uniquement la lavande, et puis il y a les abeilles, il y a tout un tas d'insectes. Ouais, ce matin, il y a énormément d'abeilles dans le champ, là, et parce qu'on est en pleine floraison. Donc voilà, c'est propice là, à la réalisation du miel en ce moment. En tout cas, quand on arrive ici, on sent l'odeur de la lavande. Ça apaise, je trouve. C'est vraiment... c'est vrai que c'est une des vertus de la lavande, ce côté apaisant, anti-stress, calmant. Nous, du coup, maintenant, on va en direction de la glace. Yes. Eh ben, merci beaucoup de votre passage et puis merci à vous pour bonne route, bonne continuation. Stéphane, il a commencé la traversée. Et donc vous l'accompagnez un petit peu? Ouais, un peu. Il a besoin d'encouragement, vous croyez? Ouais. Le premier jour de la traversée que Stéphane va faire, on va l'accompagner jusqu'au lac de Charence. Il y aura un goûter et des activités sportives et il y aura plein de petites animations. Et après on repartira et Stéphane il continuera le chemin. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Est-ce que vous êtes en vacances? Oui! Je trouve ça très intéressant pour les enfants de pouvoir préparer un projet
en classe qui débouche sur quelque chose de concret. Le fait de se surpasser, Stéphane est quand même un grand exemple pour les enfants à l'école. À chaque championnat, tous les enfants sont derrière et tous les enfants sont vraiment convaincus de son exploit et de sa réussite. Le côté éducatif, un peu environnemental, sensibilisation un peu à la préservation du territoire. On va faire une dernière petite montée, ensuite ça redescend sur le lac et on va arriver aux ateliers. Alors Stéphane, il est toujours plein d'idées. Il cherche toujours à relever des nouveaux défis, mais toujours en valorisant les territoires où il se trouve. Il se trouve qu'en plus c'est un champsaurain, donc les Hautes-Alpes, il aime. Et là, il a vraiment trouvé une idée excellente dans le sens où il valorise le territoire et en plus il implique toute sa classe, puisqu'il est instituteur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui lui prend au trip. Donc il valorise sa classe toute l'année en l'impliquant dans des projets de géographie, d'histoire, culturels, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de sympathique. Ouais, ça me plaît beaucoup. Oh là là, c'est beau. Quelle régularité, hein. On est là pour les 5 sens, c'est-à-dire ici c'est le toucher. Là-bas, ça sera le sentir, le écouter avec le croquant, la mie de pain qui croque. Voilà, ce pain-là, c'est un pain de la vie, c'est un pain vivant, c'est un pain respecté. La nutrition et la mobilité sont 2 clés de santé. Ça s'appelle des stratégies non médicamenteuses. Si on bouge bien, on ne stagne pas. Si on mange correctement, on a vraiment très peu de chances de tomber malade. La meilleure recette, c'est de faire travailler les enfants à la maison et de les impliquer à la cuisine. C'est ça l'amour, aimer ses enfants. Non, jusqu'à 17h, il y a risque d'orage, après c'est bon. Hein. En fait, faut attendre un peu encore. Par rapport au parapente, on attend jusqu'à quelle heure à peu près pour prendre une décision? Écoute, là de toute manière ça pleut encore, donc on va laisser passer l'orage et derrière il faudrait que ça chauffe un peu, que ça sèche un petit peu pour retrouver des conditions volables pour nous, notamment au niveau du décollage. Avec la pluie, on risque d'avoir un vent qui va descendre un peu la montagne et il faut que ça réchauffe un petit peu pour avoir du vent qui remonte de la montagne qui nous permette de décoller. D'accord, donc soit on le fait en début de soirée, si ça se dégage, sinon on annule, hein. C'est la montagne de toute façon, c'est ça, il faut prendre en compte les orages. L'orage est passé, donc on va pouvoir déjà faire au moins un petit vol, donc c'est ça qui est positif. Ce qui est fabuleux, regarde, ça se lève. Le parapente, de toute façon, c'est un jeu et il faut accepter de jouer sans prendre de risques. Tant que c'est vert, faut y aller. Quand c'est rouge, faut s'arrêter. Alors c'est un site qu'on aime particulièrement, la croupe, parce qu'il a une orientation à 180 degrés. On regarde un petit peu les artistes, on va voir ce qui se dit. J'annonce, mais ça va jouer. J'avoue qu'ils m'impressionnent les gars, ils sont déjà là. J'ai l'impression d'avoir été rapide, mais là, j'avoue que je suis très impressionné. Bravo Stéphane, tu m'impressionnes, j'ai l'impression que j'ai quitté la maison. Stéphane, ça va? Ouais. Un peu lent, tu ne vas pas voler tout seul ici, dans les fleurs, dans les voilà. Ça va? Ouais, première fois en parapente. J'avais jamais fait de parapente et quand on atterrit, en fait, on a envie d'en refaire. C'est comme quand on a fait du parachute, on a envie d'en refaire. C'est des sensations différentes, mais
c'est des super sensations qui nous changent du trail et du vélo. Parce que, je sais pas, il y a une sensation de liberté et de grandeur par rapport au paysage. Et puis on a pu voir aussi Bure et Chaillol en même temps. Et c'est la journée de demain entre Bure et Chaillol. Donc là, il nous reste encore quand même du boulot pour rejoindre les Sauvasses. Il faut pouvoir mettre la tente et la journée n'est pas terminée. Mais merci, vraiment, merci de nous avoir fait vivre ça. T'as bien gonflé pour la suite. Ouais, là, franchement, on est chaud. Là. On est chaud. Ouais. Ça se passe comme prévu. Allez les gars. Allez. Merci encore. Allez, on pédale, on pédale. À bientôt. À bientôt. Bravo. On est dans une société où il y a de moins en moins de partage et arriver avec des projets comme ça à réunir les gens sur une heure, une matinée, une journée, une semaine, c'est une forme de fierté et c'est aussi ça le but de la traversée, c'est ce partage. Ce que je trouve fabuleux, c'est que là on est à côté de chez soi et c'est le dépaysement et je pense qu'on ne serait pas plus dépaysé en allant à l'autre bout de la terre, donc c'est ça qui est génial. Ça c'est aussi un message qu'on peut transmettre à travers notre projet, c'est ce côté découvrir la nature autour de chez soi parce que c'est important et puis dans les Alpes globalement on a quand même des super spots à découvrir. Deuxième journée, il y a du trail, de la via ferrata, du vélo, du trail encore une fois et du vélo. 4h17. Hier on s'est couché à 22h30, 23h. Et quand le réveil a sonné, ça piquait. Non, moi le réveil était nécessaire. Quelle heure? Allez, c'est parti. On va d'abord monter sur le plateau de Bure. Là on va passer du côté Champsaur, entre Dévoluy et Champsaur. Et puis voilà, il y a Jérôme qui est venu nous faire la journée. Donc c'est un moyen de passer un bon moment en montagne. C'est ce qu'on aime aussi avec Nico. Vivre en montagne et puis partager des activités autour de la montagne. Donc franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Arrivé au plateau de Bure. C'est vraiment une découverte. Moi je n'ai pas très loin d'ici, mais c'est la première fois que je viens, donc je suis très content, c'est une chouette découverte. Depuis hier, c'est vraiment le partage, cette traversée. On l'avait avec les enfants, puis maintenant c'est avec des adultes, il y a même un chien, quoi. Donc c'est top. Via Ferrata. Via sous Ferrata. On va prendre un peu le frais, ça commence à faire bon, ça va être sympa. Ça va Nico? Ça va, c'est nickel. Belle découverte. T'as déjà fait Via Ferrata ou première fois? Via Ferrata déjà, ouais, mais sous terre jamais. Ouais, ça peut faire un peu du gainage quand même. C'est pas la même température, hein. Donc là, t'as la plus grosse différence de température du département en termes de distance. En l'espace de 5 mètres, tu dois prendre 20 degrés. Là, il y a une animation zéro déchet avec les enfants de la station, de l'école. Ils ont ramassé tous les déchets qu'ils peuvent avoir dans la station depuis le début de l'après-midi. Donc forcément, il y a un lien direct avec ce que nous, on veut démontrer.
il va tous falloir qu'on fasse des efforts à un moment donné, sinon qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants? Donc c'est une manière aussi de montrer cet impact et ce sujet qui est quand même assez important. 1, 2, 3, free! On va les accompagner un petit peu. Pour des personnages qu'on rencontrera, ce sera le président de l'association du canal du Malcro. L'eau de Malcro qui est prise là-bas à 2800 mètres d'altitude, passant par un col un petit peu plus haut, s'écoulait auparavant, il y a 130 ans, dans cette rigole, de façon à alimenter les champs des familles rurales situées plus bas dans la vallée. Mais il fallait qu'elle passe dans ce tunnel pour arroser, comme il était dit à l'époque, 2600 hectares de terrain. Il fallait quand même amener l'eau jusqu'au bout, parce que le canal, d'ici pour rejoindre derrière Saint-Bonnet, il a encore devant lui 5 km à faire. À cet endroit, il y a 130 ans, il y avait de l'eau qui coulait. L'eau était prise sur un glacier derrière le pic de Chailleul. Pour les familles de l'époque, tous des paysans, il y avait un besoin absolument indispensable de ramener l'eau de la montagne pour pouvoir faire vivre les familles. Tu vois, il y a une solidarité vraiment importante chez les montagnards à l'époque pour pouvoir continuer à vivre à la montagne. Le barrage qui permettait de détourner l'eau pour l'amener ici à Scolle-Lapis, des gens l'ont fait sauter en 1942 de façon à ce que les eaux continuent à couler dans la vallée de Champollion pour alimenter le canal de Gap qui lui avait été construit auparavant. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai choisi la journée 3 parce que j'adore le vélo et le VTT. Et aussi parce qu'il y a du paddle et du kayak. Alors quand on parle de ça, je suis folle. Et du coup, j'ai choisi cette journée. C'était obligatoire. C'est parti. Troisième jour. Il va descendre en VTT jusqu'à Chanteloup en passant par le col de Moissière. Et il va faire du paddle jusqu'à la baie Saint-Michel. Après, il va prendre un kayak pour rejoindre sa vigne. Ils vont monter sur Morgon en trail. Et après, ils vont redescendre à Boscodon. Puis, ils vont faire du vélo de route jusqu'à Guiest. Il y a une quantité de fleurs et des prairies à longueur de vue. Et voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu d'où ça venait et pourquoi les Hautes-Alpes étaient si particulières par rapport à ça. Du coup, on a la chance de rencontrer un spécialiste du conservatoire botanique qui est un local. Salut Sylvain. Salut les gars. Sylvain, ça va et vous? On a une chance exceptionnelle. D'un côté la Méditerranée qui remonte par la Durance, d'un autre côté les Alpes externes qui arrivent par le col Bayard, et les Alpes internes du fond de la Durance. Donc des climats stépiques, méditerranéens, plutôt des Alpes externes, et en plus un relief varié, donc un gros étagement. Donc une très grosse diversité. Il faut savoir que sur la commune de Gap, par exemple, on compte 2000 espèces de plantes, 1500 de flore vasculaire, mais 2000 espèces de plantes, ce qui représente autant de diversité que ce que vous pouvez trouver en Belgique ou au Royaume-Uni. Ouais, rien que sur une commune, donc c'est quand même dingue. Ce qu'on voit bien là, c'est le bocage typique là, du Champsaur. Il est connu au niveau européen pour ça. C'est exceptionnel. C'est ce qui fait aussi cette biodiversité. Petits abris pour la faune. Donc c'est aussi ça. D'un point de vue agricole, c'est très diversifié. La question des haies, elle est prioritaire. Une grande diversité, ça veut dire aussi potentiellement une bonne adaptation au changement. Quand tu as quelque chose qui est très peu diversifié, avec une seule espèce, s'il y a un changement, tout se casse la gueule en gros. Dans les Hautes-Alpes, c'est un territoire qui est très préservé, du fait d'une agriculture encore présente et assez traditionnelle. Donc, par exemple, si vous allez descendre là sur l'Embrunet, vous allez sur un territoire où il y a énormément de plantes des moissons, des messicoles.
Et ça, c'est exceptionnel en France. Vous avez une richesse là-bas, en messicole, que vous trouvez nulle part ailleurs en France. Et les messicoles, c'est très important pour les pollinisateurs. Vous savez que les abeilles disparaissent, mais aussi c'est les auxiliaires des cultures pour toute la faune qui habite les cultures de céréales. La flore, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça révèle des choses. Quand tu vois des espèces dans les prairies, tu devines un peu les processus écologiques qui sont en place. Si c'est pâturé, s'il y a trop de nitrates, si c'est très ensoleillé, très sec, etc. Donc on arrive à lire un peu ce qui se passe dans le sol ou dans le climat à travers les plantes et la composition floristique. Et t'as vu quoi en évolution sur les 10 dernières années? Ce qui change le plus vite, c'est ce qui est lié à l'aménagement du territoire finalement. C'est plutôt l'impact humain sur les prélèvements de ressources en eau, sur les aménagements divers. En vélo, prenez le temps, à pied c'est plus facile, mais prenez le temps de vous arrêter, de regarder les belles plantes. Moi je connais un petit peu la forêt plus les arbres parce que j'ai fait une formation un peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est exceptionnel et parfois juste à côté de chez soi il y a des choses qu'on ne trouverait pas de l'autre côté du monde, donc ça c'est un message important à faire passer. Ça va? Bien? Tu vois qu'il profite bien des vacances quoi. Un copain qui a un site. Lui il fait vachement de paddle et tout, et il a dit qu'il viendrait faire un peu de paddle avec nous. Je m'attendais à pire. Mais bon, je me méfie quand même. Oh, putain mais il est stable celui-là. Le lac est calme, c'est déjà une bonne chose, il n'y a pas trop de vent. Et on aura le vent. Et puis ce qui est bien c'est qu'on voit le Morgon et on sait qu'il faut qu'on aille là-haut aujourd'hui. Donc en avant. Troisième activité de la journée terminée. Comment tu te sens mon Steph? On est quand même mieux sur la terre ferme. Ouais. L'eau j'aime bien, c'est quand même pas forcément mon domaine. C'est 15h30, je dois faire 35 au bord du lac. C'est raide et ça cogne là. Il fait vraiment chaud, on est plus bas en altitude que les autres jours. Oh là là. L'eau c'est la vie quoi. Putain. En fait, je pourrais tuer un randonneur qui a de l'eau. Là, on approche bientôt les 10 000 mètres de D+, en 3 jours. Donc forcément, ça commence à tirer un peu. Notre cloître qui était très grand, il l'avait fait en charpente de mélèze et non pas en voûte de pierre, donc ça brûlait facilement, ainsi que le dortoir d'en face. Il y avait beaucoup de gens au Moyen-Âge qui étaient sur les routes là. Ils accueillaient les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou les pèlerins qui au contraire montaient vers Rome par le mont Genève.
La barre des écrins, vous allez faire? Ouais, on va faire la barre des écrins. Je n'ai fait que le dôme. La journée 4, Stéphane il va aller à Saint-Véran, puis il va monter au col de l'Isoire, en vélo de route, en trail, jusqu'au pic de Rochebrune, avant de redescendre jusqu'à Briançon, puis Névache en vélo. Bon. Jusqu'à maintenant, on avait été épargné par la météo. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a du vent là, qui se lève, donc j'ai envie de dire que c'est plutôt bon signe. Et ça tourne, ça ramène d'autres nuages. À toutes. Je pense toujours à non, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici l'hiver à l'époque. Ça devait qu'à mettre long. Quand ça commençait là, les premières neiges et tout, jusqu'à ce que ça repart. Ah, c'était dur. Hein. Ah ouais. Fallait pas oublier d'entrer le foin. C'était une vie rustique. Pédale pour pas tomber. Heureusement qu'on avait dit au début on le fait doucement. Il sait pas lui faire doucement. J'étais un peu sec quand même. En fait, j'ai envie de dormir sur le vélo. Pouah. Je pense pas qu'on aille là-haut. Les nuages là sont quand même... Là-haut c'est 3003, si tu prends un orage sur la gueule, t'es content du voyage. Transition. Là, j'ai une belle ampoule au pied droit là, et je commence à avoir des crampes aux adducteurs. 4e jour, c'est normal non? À mon âge. Petite impression sur ce sommet, Stéphane Ricard? Ah bah, comme on dit l'expression, un bon montagnard, c'est un montagnard vieux. Ouais. Non mais là, on était juste sous la roche, il restait que de l'escalade et on sait pas trop où ça va. Et on n'avait pas trop checké le parcours et c'est assez un peu quelques pas d'escalade sous le sommet. Quand on ne connaît pas l'itinéraire, on est en fin de journée parce que bien sûr, on n'est pas parti trop tôt ce matin à cause de la pluie. Donc du coup, on est arrivé à l'Isoire pas en avance. Donc du coup, obligé de renoncer au sommet du pic de Rochebrune. Voilà, demain
aussi on a encore une grosse journée. Puis bon, notre gros sommet de la traversée, ça reste d'aller à la barre des Écrins. Bon bah finalement, l'orage ne viendra pas. On aurait pu aller en haut, mais manque d'expérience. Ouais, non mais là il y en avait encore pour 1h30 quoi. Pic de Rochebrune, au revoir. Mais en fait on part tous les matins tôt, hein, tous les soirs tard quoi. Au fur et à mesure on dort pas énorme, du coup c'est plus une fatigue nerveuse en fait. J'ai fait toute la journée et tout tranquille, mais c'est impossible d'accélérer, d'aller plus vite quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être mou nerveusement quoi. En fait, le col de l'Échelle, c'est la frontière qu'on a avec l'Italie, qui est ouverte essentiellement l'été. L'hiver, c'est une route qui est fermée parce qu'elle est toute enneigée. Tu es à 1700 mètres là-haut sur le plateau. Et de l'autre côté, tu as la ville de Bardonecchia, qui est une ville italienne. Moi, quand j'étais petite, j'avais mangé des pizzas là-bas. En vélo, il est super raide. En partant d'ici, ça va. Mais en partant de côté de Bardonecchia, c'est très très raide. C'est un col que nous, on a toujours connu comme étant un couloir migratoire qui s'est déjà passé. Moi, quand j'étais enfant, tu vois, c'était beaucoup de migration polonaise. Maintenant, il a été surmédiatisé par rapport à l'arrivée des migrants, notamment africains, pour la plupart. Mais il y a eu aussi des Pakistanais, enfin, il y a eu beaucoup d'autres nations qui sont venues là. Nous, on les a laissés venir, on les accompagnait parce qu'ici on fait du stop, nos gamins font du stop pour aller à l'école. Il y a quelqu'un sur la route, tu le prends parce que on sait qu'il y a quand même 25 km pour arriver jusqu'à Briançon. Et après, ce qui s'est passé, c'est l'hiver qui est arrivé et le flux migratoire qui n'a pas rétréci. Et à ce moment-là, ça a été problématique pour nous tous individuellement. Donc on s'est mis à accueillir les jeunes en disant il fait vraiment trop froid là ce soir, tu peux pas descendre, tu peux pas dormir ce soir dehors, il va faire -10. Et en fait pourquoi on a fait ça beaucoup dans l'hiver, c'est parce qu'on est de la montagne, il y a la solidarité, tu l'as vu là par rapport au coulée de boue, on peut être fermé. On sait qu'on a des personnes âgées qui se font livrer d'habitude les repas, donc tu fais attention à savoir s'ils peuvent manger ce jour-là. On est dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire qu'on va sur du -30, c'est un élan de solidarité de chacun va voir est-ce que toi, comme t'es que au chauffage électrique, qu'on n'a plus d'électricité et qu'on n'a plus de route, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour manger, est-ce que tu viens dormir à la maison, on a fait la même chose pour ces jeunes qui arrivent là, qui sont frigorifiés et qui ne dormiront pas dehors et qui ne mourront pas dans le froid, ça c'était évident. Voilà. Salve quick, ça Ah ben voilà, c'est bon Seb. Ah, ça peut faire de la sauce ça pour les pâtes, non? Ben on y va, c'est une soirée italienne ce soir. Je pense qu'il va être fatigué parce que c'est l'avant-dernier jour. C'est la barre qu'il faut faire. Donc si aujourd'hui on est cuit et que tu vois, le parcours c'est trop long et que ça nous met dans le jus, le tabord on peut le zapper aussi. L'idée c'est de monter à la barre. Là c'est capital. Ouais, mais en même temps le défi c'est ce qu'on a tracé, parce que sinon tu dérives à la barre direct. Ce que je trouve intéressant, une partie du défi, c'est justement de faire le truc, la fatigue liée à ça, et de dire est-ce qu'on va quand même arriver à monter à la barre avec ça quoi. Ouais. Bon bah ouais. Peut-être pour une fois je suis prêt avant Nico, ça annonce la bonne journée ça. Oh là 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 là. On est complètement sec. Allez les gars. Je suis en avance sur lui pour le départ. Je suis préparé avant lui. GPS qui marche pas. Il se lève la gueule à l'envers. Je sens la bonne journée. J'ai pas eu mon café aussi. Allez, c'est parti. Allez les gars. Allez, c'est parti. Tout à l'heure. Allez, Faux départ. J'ai oublié le portable. On va monter au Mont Tabor en trail, puis on va rejoindre Monétier-les-Bains par les montagnes et les différents lacs. On va descendre de la vallée de la Bisiane en rafting jusqu'à Briançon.
On va faire du vélo jusqu'au pré de Madame Carl en passant par la Rentière. Enfin, dans la journée, on va faire 102 km et 4000 mètres de dénivelé. Et voilà, bientôt au premier col de la journée, col du Vallon. On va redescendre et après chercher le monte à bord. On a un passage exceptionnel à travers les lacs. Ayez des rêves suffisamment grands pour jamais les perdre de vue. Mais pas que des rêves. Parce que les rêves c'est bien beau mais il faut les vivre. T'as l'impression, Steph? On est loin de la lavande là. Ouais. Le sommet du monte à bord. C'est les écrans derrière. Descendre sur la neige, c'est le meilleur moment. Dernier col du jour. Donc là on part de Monetier-les-Bains et on va descendre jusqu'à Briançon, au pied du Provrel, où on a entre 18 et 20 km de descente, qui vont être un parcours entre la classe 2, donc les rivières elles sont classées par catégorie de difficulté de 1 à 6, et là on va être en classe 2, 3 et 4. Donc toute la deuxième partie de Chantemerle, Saint-Chaffray jusqu'à Briançon, c'est de la classe 4. Donc c'est joli, rapide, ça envoie bien, et donc voilà, ça va bien vous rafraîchir, tu vois, ça va bien. Je suis inquiet pour la suite là. La pédale s'est déboîtée. Clips en fait, ou sinon je le fais avec une pédale. Je suis perdu. Je vois rien, hein. Là, on a des potes, hein, ils sont sympas, ils nous hébergent, mais alors ils habitent sur des routes à 10%. On n'est plus à ça près quoi. 3003.
Moi, mes amis sont trop forts, ils font tout à pied. L'alpinisme, ça va être 25 km et 2400 mètres de dénivelé positif. Petit peu d'appréhension parce que je suis jamais allé au-dessus de 4000, donc on ne sait pas comment le corps va réagir. C'est le point le plus haut des Hautes-Alpes. Et s'il n'y avait pas, par exemple, le Mont Blanc, eh ben, ça serait la Barre des Écrins qui serait la plus grande montagne de France. Moins 5. Le soleil donne ses premiers rayons. Et le Mont Blanc, il y a quand même une époque, c'était pas le plus haut sommet. Le plus haut sommet de France à une époque, avant que la Savoie appartienne à la France, c'était là où on va. À la barre des écrins. La barre des écrins. Eh ouais, S'il y a du vent, on n'a jamais été aussi près du sommet. En même temps, c'est vrai depuis le premier mètre. On y est presque. Hein. C'est tracté. Le départ de la barre des écrins, on est à la Brèche-Laurie là. C'est le plus raide, c'est au départ. Ouais. Et après, alors c'est bon, j'y vais, je vais mettre quelques points. Après c'est plus facile derrière, puis après on ira à nouveau encore tendu. L'escalade au début, ça s'appelle, c'est du 4, 4A, 4B, mais ça change tout quand on a les gants, quand il y a l'altitude, quand il y a l'ambiance, le froid, les crampons, et ben ça change tout, ça n'a rien à voir.
s'arrêter plus bas en fait, hein, de la lavande à la glace. Mais le point le plus haut c'est là-haut. Donc bon, on y va. Youhou! Ouais, là ça va mieux. Allez, on n'est plus qu'à 20 mètres. 20 mètres du plus haut sommet des Hautes-Alpes. C'est grâce aux enfants qu'on est là aujourd'hui, ma classe de CE2 CM1. On a préparé le projet depuis début septembre et puis là il se conclut aujourd'hui, mercredi 10 juillet. Ce que je retiendrai, c'est les valeurs humaines qui sont derrière ce projet, plus que le simple aspect sportif. En fait, dès qu'on a envie de quelque chose dans la vie, il faut le faire. Et moi j'avais envie de faire ça et de le partager. Et je pense que Nicolas et moi on en gardera de nombreux souvenirs, mais tous ceux qui nous ont suivis aussi et les élèves après avec ce film. Je connais mon département. Je le vois énorme, enfin immense, vu qu'on a travaillé sur beaucoup de villes, beaucoup de petits villages. Du coup, quand je me dis c'est grand quoi. Par exemple, à Paris, il ne va pas avoir de la lavande, il ne va pas avoir non plus de la glace. Et là-bas, il n'y a pas de montagne. Moi, j'ai découvert des montagnes que je ne connaissais pas. On en a choisi 12, je crois, mais il y en a beaucoup plus. On a de la chance parce que rien qu'en regardant par la fenêtre, on voit une montagne. C'est bien parfois de visiter le département. J'aime bien cette activité parce qu'il n'y a pas de voiture, de moto, pour pas qu'il y ait du pétrole qui soit dans l'air. On peut faire beaucoup d'activités sportives. Le sport, ça garde en bonne santé et puis ça fait découvrir des nouvelles choses. On a des jambes et des bras et ça sert à quelque chose. Il y a beaucoup de lieux culturels. Et ça fait sortir de la maison quoi. Oui, on mange bien.